Ok, alors bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà 18 participants en ligne. Bienvenue, j'espère que vous nous entendez bien. On va peut-être laisser passer 1 minute pour avoir la plupart des participants. En tout cas, bienvenue. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien. Bonjour Julie. Et bonjour Christine. Ok, nous avons 24 participants pour le moment. Encore quelques secondes. Le son et la vidéo sont OK. Eh ben, c'est super. Si jamais vous avez des soucis de son ou de vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, hein, comme ça nous on le voit tout de suite et puis on peut s'adapter. Peut-être en prévision, essayez de vous munir d'un smartphone pour ceux qui en ont. Ça pourrait vous être utile pendant le webinaire. Ok, il est 10h02, je propose qu'on commence et puis ça fera venir peut-être les retardataires. Donc bienvenue à tous. Donc ce matin, on va vous parler d'IA et de personnalisation, et en particulier de quel impact sur le leadership des managers et des talents. Et donc, pour ce faire, je suis accompagné d'Aurélie. Aurélie, si tu veux te présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Merci Nicolas. Donc moi, je suis Aurélie Scharf, je suis chef de projet RH au sein de Crédit Agricole Personal Finance and Mobility, depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, et je travaille, sur des programmes de développement de nos talents à l'international. Voilà, essentiellement. Merci, merci Aurélie. Et donc, on a eu la chance de travailler avec Aurélie chez OMind. Donc moi, je suis Nicolas Bassan. Je suis directeur de la science et de l'innovation chez OMind. Qu'est-ce que c'est que OMind en quelques mots? C'est une société qui a 8 ans maintenant. Nous, notre mission, c'est d'aller créer des expériences qui vont nous permettre de générer de la data. Et cette data, elle va nous permettre de développer, de créer des programmes qui vont développer les humains. Donc pour ce faire, on a eu une grosse phase de R&D. On a travaillé avec des sportifs de haut niveau comme des athlètes du team Red Bull. On a travaillé également avec d'autres populations qui ont des besoins très spécifiques comme des entrepreneurs. Et puis là, plus récemment, on accompagne les chirurgiens des hôpitaux de Paris, de la PHP, pour la préparation mentale au bloc opératoire. Donc voilà, on va vraiment se concentrer sur la gestion des émotions, l'empathie, ce genre de choses. En préambule du webinar, ce que je voudrais aborder, c'est 2 choses un peu pour poser le contexte. Premièrement, c'est le leadership des managers, hein, de quoi on parle quand on parle de ça aujourd'hui en 2024. Et puis un second point qui est autour de la personnalisation et de l'IA. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence sur le leadership des managers. Et vous pouvez du coup sortir vos smartphones et vous pouvez scanner le QR code là en bas à gauche, où vous pouvez taper, ouvrir un navigateur web sur votre smartphone comme Safari ou comme Chrome. Et vous pouvez aller sur menti.com et vous tapez le code 26 75 61 79. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez par exemple cliquer sur le petit like et voilà, ça devrait apparaître ici.
Je laisse tout le monde arriver. Ok, je vais passer à la slide suivante qui va vous permettre de répondre à la première question. Pour ceux qui ne sont pas encore sur la page, ne vous inquiétez pas, normalement vous pourrez y accéder juste après. Ok, donc la première question qu'on voulait vous poser et vous faire interagir tout de suite, hein, c'est selon vous, quelle est la compétence clé pour les leaders, les managers et les talents aujourd'hui? Voilà, vous pouvez répondre ce que vous pensez. Si vous êtes inspiré, allez-y tout de suite. Sinon, ça va être un nuage de mots qui va commencer à apparaître et vous pourrez voilà, remettre voilà, pour intelligence émotionnelle. S'il y en a d'autres qui sont d'accord, vous pouvez remettre ça. On voit l'écoute, deux fois l'écoute, adaptabilité, inspiré, vision stratégique, leadership, métacognition. On a des gens qui sont techniques, qui utilisent des termes techniques, mais c'est bien. Inspiré. Euh, c'est pas simple de lire parce que ça bouge très vite. Ça. Du coup, je retombe sur des mots que j'ai déjà lus. Le care aussi, très important. La vision, l'innovation. Euh, merci à tous pour ces inputs. Hein. Alors, c'est très intéressant vos inputs. Moi, je voulais les mettre en regard de ce que nous dit le World Economic Forum. Donc, ça date d'un rapport de l'année dernière qui s'appelle The Future of Jobs Report. Et là, ce qu'on voit, un peu comme ce que vous avez mis, hein, c'est qu'il y a beaucoup de capacités humaines. Hein, on peut parler de soft skills de manière plus large, mais nous, on aime bien parler de compétences, compétences humaines, pas forcément soft, parce que c'est des choses qu'on peut mesurer, on va le voir plus tard. Donc là, on voit que au World Economic Forum, il nous parle de pensée analytique, d'apprentissage, de résolution de problèmes, de créativité, d'intelligence émotionnelle, de technologie. Donc là, on est plutôt sur des compétences techniques, hein, technologie, surveillance, contrôle. Il y a la résilience et le raisonnement. Donc vous voyez que pour l'ensemble de ces compétences, à 80, 90, 95%, on est vraiment sur des compétences, des capacités humaines. Et donc, je voulais faire peut-être un focus sur l'une de ces compétences, plutôt en lien avec l'intelligence émotionnelle et l'empathie. Et je voulais vous faire passer un petit test. Alors, c'est un test qu'on va utiliser chez OMind. Ça va vous permettre tout de suite de goûter à ce qu'on fait. Donc là, vous n'avez pas besoin de vos téléphones. Hein, ça se fait plutôt comme ça à l'oral. Je vais vous présenter des visages. Donc vous avez simplement les yeux et il faut essayer de trouver quelle est l'émotion qui se cache derrière ce regard. Alors le décorum, vous voyez, c'est écrit pénitencier fédéral d'Alcatraz en haut à gauche, c'est parce que dans notre parcours, dans nos programmes, on est dans des jeux, il y a du storytelling, c'est immersif, et donc on voit que là, c'est un prisonnier, on doit essayer de deviner l'émotion du prisonnier. Donc est-ce que cette personne-là, elle s'excuse? Est-ce qu'elle est amicale? Est-ce qu'elle est mal à l'aise ou est-ce qu'elle est démoralisée? Je propose d'essayer de répondre. Vous avez, allez, je vais vous donner 3-4 secondes. Donc, 3, 2, 1, 0. Donc là, il est mal à l'aise. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire 3 essais. Vous pouvez essayer de compter votre score. Donc là, ceux qu'on lu juste, vous pouvez vous compter 1 point. Deuxième essai. Est-ce qu'elle est agacée, horrifiée, hostile ou préoccupée? 5, 4, 3, 2, 1. Elle est préoccupée. Et enfin, est-ce qu'il est prudent, insistant? Est-ce qu'il s'ennuie ou est-ce qu'il est effondré? 5, 4, 3, 2, 1. Il est prudent. Voilà, donc là, vous pouvez compter à peu près vos scores sur les 3 essais. Est-ce que vous avez 1, 2 ou 3 points? Il faut savoir que dans notre base de données, ce qu'on observe, c'est que les gens ont à peu près 55% de bonnes réponses. Donc, si vous avez 2 points ou plus, vous faites partie de la tranche haute sur ce test. Ce test, nous, on l'a sélectionné dans notre base parce que c'est un test qui est assez connu dans la littérature scientifique. Il a été développé à l'université de Cambridge et il a été repris dans une étude fameuse qui a été réalisée en 2010 au MIT.
où les chercheurs en fait s'intéressaient à comprendre les facteurs de performance d'un groupe de travail. Ils ont du coup réparti 800 personnes en sous-groupes de 4 à 5 individus. Et ces sous-groupes, ils leur ont assigné deux tâches, une tâche de jeu vidéo et une tâche de design d'architecture. Euh, Ils ont contrôlé leur niveau d'intelligence collective, mesuré par le test que vous venez de passer. Et puis, ils ont également contrôlé leur niveau de QI. Et ce qu'il y avait d'assez fou, c'est que l'intelligence collective, mesurée par le test que vous venez de passer, est capable de prédire 3 à 5 fois mieux la performance que les QI individuels, ou même que la moyenne des QI de l'ensemble du groupe. Donc en fait, ce que nous dit cette étude, c'est qu'il vaut beaucoup mieux être capable de comprendre les émotions des autres, d'arriver à les interpréter. On pourrait voir aussi que c'est aussi important d'arriver à exprimer ses émotions, hein, mais pour être performant en équipe, c'est beaucoup plus important que d'être intelligent tout seul. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller voir plus en amont la source ici. Vous pouvez aussi poser des questions dans le chat, il n'y a pas de problème, on pourra vous y répondre si vous avez des questions sur cette étude ou de manière générale sur ce qu'on présente. Donc ça, c'était vraiment pour faire une introduction sur la partie leadership des managers. Aujourd'hui, quand on parle de leadership des managers, on va plutôt s'intéresser à des compétences humaines telles que l'intelligence émotionnelle. Et vous avez eu un avant-goût de en quoi c'est important avec l'étude qu'on vient de vous présenter et de comment on peut la mesurer avec le test qu'on vient de passer. Maintenant, parlons un petit peu de personnalisation et d'IA. Alors, vous pouvez ressortir vos smartphones. Et du coup, j'ai une question pour vous. Quel est le niveau de personnalisation de vos formations dans votre organisation? On imagine que parmi vous, peut-être pas que des professionnels des RH, peut-être qu'il y en a certains qui sont de l'autre côté, à qui on propose des formations. Nous, ce qu'on demande, c'est que dans un cas ou dans l'autre, est-ce que vous pouvez donner un petit peu une indication sur le niveau de personnalisation de vos formations? Est-ce que c'est des formations qui sont pas du tout personnalisées ou est-ce qu'elles sont très personnalisées? Donc, il y a 7 réponses, 10 réponses, 11 réponses, 12, 15. Allez, je vais mettre les premiers résultats. Ok, alors on est sur une parfaite cloche, une belle courbe de Gauss. Donc on voit que alors personne n'est sur très personnalisé en fait. Donc la cloche elle est un peu vers la gauche. Et puis elle va sur la gauche. On voit que c'est pas extrêmement personnalisé. Maintenant peut-être que pour préciser un peu cette question, est-ce que vous pourriez nous dire comment les formations sont personnalisées dans le cas où elles le sont? Est-ce que c'est plutôt des entretiens qui vont aller collecter des besoins? Est-ce que ça va plutôt être des outils d'auto-évaluation comme le DISC, des 360 degrés? Est-ce que ces formations, elles sont pas personnalisées du tout ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses? S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas aussi à le mettre dans le chat hein, si vous avez des choses plus originales. Collecte d'entretien, on voit. Aussi des outils d'évaluation. On voit que c'est la collecte des besoins par entretien qui prédomine. Hein, donc vous avez de la chance. Hein, c'est bien de pouvoir avoir ce temps. Alors, on pense évidemment aux entretiens annuels qui peuvent aider à ça. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. On va essayer de voir, nous, de notre côté, comment est-ce qu'on peut optimiser cette personnalisation, notamment grâce à des données fiables et grâce à des modèles d'IA. La première raison pour laquelle c'est fondamental de devoir personnaliser les formations, c'est la surcharge mentale. Aujourd'hui, entre vos deux oreilles, il y a un cerveau. Un cerveau, c'est plus de 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones, ça en fait une véritable machine de guerre à apprendre. C'est assez hallucinant la capacité du cerveau à pouvoir intégrer, retenir des informations.
On peut estimer sa capacité, si on fait un peu un parallèle avec un ordinateur, à 2 pétaoctets, ce qui équivaut à 833 000 heures de vidéo HD. Pour vous donner une idée, ça vous demanderait de regarder à peu près 17 000 fois l'intégrale des saisons de Breaking Bad. Alors, malgré le fait que ce soit une très bonne saison, ça peut faire un peu beaucoup, mais ça donne une idée de la puissance de stockage du cerveau, de la puissance de mémorisation du cerveau. Le problème, c'est que aujourd'hui, votre cerveau, si on combine l'ensemble des mails, l'ensemble des informations qui arrivent via les réseaux sociaux, également via la presse, que ce soit en ligne ou la presse, on est exposé à un potentiel de 150 000 gigas par seconde. Donc c'est tout simplement énorme. Alors évidemment, c'est humainement pas possible d'appréhender ces 150 000 gigas par seconde, mais simplement voilà, pour s'amuser un petit peu à se projeter, si on devait intégrer tout ça, en fait, notre super mémoire de 833 000 heures de vidéo HD, elle devrait se condenser à 17 secondes d'information. Et en fait, toutes les 17 secondes, notre cerveau serait obligé de faire un refresh total pour pouvoir réintégrer l'ensemble des informations. Donc c'est pour vous donner un petit peu une idée de à quel point le cerveau est une super machine incroyable entre vos deux oreilles, mais que l'environnement dans lequel on est, il est d'autant plus extrêmement stimulant en fait. Et quand on se projette dans un environnement professionnel, et ben en fait on va avoir des injonctions qui sont toutes très intéressantes, comme devoir gérer ses émotions, apprendre à être dans l'écoute, être authentique, apprendre à gérer les conflits, être agent du changement, arriver à être éco-responsable, être dans l'excellence opérationnelle. Enfin bref, vous avez sûrement le même sentiment que moi en étant devant toutes ces injonctions. C'est que de la même manière où toutes les informations qui nous proviennent des informations, des technologies de l'information nous surchargent, toutes les injonctions nous surchargent aussi. Donc c'est important d'aller personnaliser, d'aller préciser les formations sur des besoins qui correspondent aux attentes des individus, des attentes qui correspondent à des générations, mais aussi qui correspondent vraiment à des besoins qui émergent par l'expérience. Donc le second point qui va pour la personnalisation, ce sont les nouvelles attentes. Ces nouvelles attentes, nous, au sein de notre base, on a identifié qu'elles étaient surtout orientées envers les individus eux-mêmes et envers l'intelligence émotionnelle. Plus de 40% des besoins identifiés chez nos clients sont en lien direct avec l'intelligence émotionnelle. On va vous présenter notre modèle plus tard. Mais dans les deux plus grandes demandes, dans les deux plus grands besoins, il y a tout d'abord lâcher prise face à un événement hors de contrôle. Et le second, ça va être rester calme en situation d'incertitude, de pression ou d'urgence. Donc là, c'est des besoins qui sont exprimés par les individus. Deux individus vont peut-être avoir des manières différentes de développer ces besoins, mais on voit que c'est des besoins qui sont très singuliers. Donc ça vient d'une analyse qu'on a faite l'année dernière sur plus de 500 personnes au sein de notre base de données. Ça, c'était le second point. Et le troisième point, c'est le budget. Les budgets ne sont pas extensibles, les budgets de formation, et donc il va falloir personnaliser pour optimiser et pouvoir offrir le bon niveau et le bon sujet de formation aux bonnes personnes. Et pour cela, il y a deux chiffres qui me semblaient intéressants de vous partager. Le premier, c'est que plus de 3/4 des collaborateurs s'évaluent mal sur au moins 2 compétences. C'est-à-dire que quand on va utiliser un test comme celui qu'on a fait au début là sur l'empathie, finalement, il va y avoir des écarts assez importants entre nous, ce qu'on mesure, avec des tests scientifiques, avec des tests objectifs, et ce que les individus vont déclarer sur eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Les gens se connaissent mal. Le second point, c'est que, et qui en découle, c'est qu'il y a énormément d'investissements RH, que ce soit en formation ou en coaching, qui vont du coup manquer leur cible. Fort de ces deux enseignements, la question c'est comment est-ce que avec de la data et avec de l'IA, on va arriver à répondre à ça? Comment est-ce qu'on va arriver à répondre à la fois à la problématique de les gens se connaissent mal et de les investissements peuvent manquer leur cible? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, elle a déjà montré de belles performances dans plein de secteurs d'activité, comme dans les chaînes de production, où on voit que grâce à la maintenance prédictive, on augmente la productivité de 25%. Dans la médecine, on voit que cérébrale, elle améliore les diagnostics de 37%. Dans le marketing, c'est peut-être encore plus facile à comprendre, avec des campagnes ciblées
sur les bonnes personnes avec les bons messages, grâce à des moteurs d'IA, on va arriver à des augmentations de 50% de la performance et de l'efficacité des campagnes. Mais en fait, dans la formation, c'est pareil. En personnalisant les formations, on peut arriver à une amélioration de leur impact. Et ça, c'est une étude du cabinet McKinsey de l'année dernière également, qui nous dit que des formations personnalisées, notamment grâce aux algorithmes d'IA, vont être plus performantes de 30%. À cela, il faut bien comprendre qu'un algorithme d'IA, un modèle d'IA, la plupart des modèles, ils existent depuis longtemps, depuis des dizaines d'années déjà. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la puissance et la quantité et surtout la qualité des données qui sont accessibles. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans un modèle d'IA, c'est important d'avoir des bonnes données. Si vos données ne sont pas fiables en entrée, en sortie, vous aurez aussi des recommandations qui seront moyennes. Ça se comprend bien. Je vais vous donner une petite citation que je trouve assez parlante d'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Donc, très important, c'est d'avoir des données fiables en entrée pour pouvoir avoir des personnalisations fiables en sortie. Donc, nous, chez OMind, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer des expériences immersives dans un premier temps qui vont générer des données qui sont fiables, comme l'expérience que vous avez pu passer juste avant. C'était vraiment une expérience en 3 temps, hein, mais normalement, c'est beaucoup plus long, hein, plus de 30 essais, et on a plein d'autres petits jeux comme ça. À partir de ces expériences avec des données objectives, qui sont des expériences immersives, pardon, on va générer des données objectives qui vont permettre aux gens d'abord de mieux se connaître. Hein, on répond à la première question des gens qui se connaissent mal, et on va pouvoir personnaliser, grâce à ces données, les programmes de développement. Et tout ça pour avoir un impact maximum. Voilà. Merci pour une intense introduction, et je pense que c'était important de poser les choses. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse explorer avec Aurélie ce qu'on a pu faire lors de notre partenariat. Donc Aurélie, si tu veux bien, est-ce que tu veux bien expliquer un peu tes enjeux quand toi tu es venu nous voir voilà, chez Oui, Crédit Agricole avec plaisir. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, alors nous, on est donc CAPFM, Personal Finance Mobility, donc on est une filiale du Crédit Agricole qui fait du crédit à la consommation, mais on fait aussi, des solutions de financement pour nos clients et nos partenaires, et on a une offre, pour développer, la mobilité, avec une ambition de devenir un des leaders de la mobilité verte. Donc on est un groupe très international, on a 15 millions de clients, on est présent dans 19 pays, et il y a plus de 10 000 collaborateurs dans le groupe, dont 4 500 en France. Donc moi, j'interviens principalement à l'international avec des problématiques et des sujets un peu transverses. Donc il y a plusieurs années, on a lancé la création d'une filière d'expertise, et c'est ce qui nous a amené à identifier OMind et à se dire que on pouvait personnaliser nos formations grâce à cette solution. Puisque ça répondait à des problématiques, multiples, hein. Pour lancer cette filière d'expertise, il a fallu définir, la notion, même d'expertise. Qu'est-ce qu'on attendait, de nos experts? Quels étaient les comportements, les compétences cibles? Et effectivement, on s'est posé beaucoup de questions sur comment on allait adresser le sujet des compétences comportementales vis-à-vis de cette population. Voilà un petit peu nos enjeux, lors de notre première rencontre, Nicolas. et donc pour répondre à ces problématiques, à ces enjeux, euh, l'offre, en tout cas la solution auquel on a pensé chez nous, c'est un programme qui s'appelle le programme Ascent, Ouais, euh, tout à dont fait. dont je vais vous décrire les étapes rapidement. Et Aurélie, si tu veux commenter, c'est avec plaisir. Donc, il y a une première étape qui est un onboarding, alors qui peut se faire en visio, ou là on l'avait fait en présentiel en plus en l'occurrence, parce que c'était à côté de nos locaux, euh, qui permet de poser les enjeux. Il y a une deuxième étape qui va être un parcours en ligne gamifié. Donc là, on fait les tests, les jeux, comme celui qu'on a pu faire ensemble au début. Euh, Ensuite, on va avoir un débriefing avec le rapport de données qui est généré. Il y a une petite étape copilote ici où on va pouvoir aussi agréger des données de groupe et les partager à Aurélie pour qu'elle puisse avoir déjà un premier tour d'horizon sur les données des équipes. Alors évidemment, les données sont complètement anonymes, hein. Par contre, on va agréger les données collectives pour que elle puisse voir quels sont les points de force ou les points à développer au niveau collectif. Et ensuite, il va y avoir la partie entraînement avec
des modules de développement qui sont personnalisés, qui sont des modules en ligne, avec de la pédagogie, mais aussi des défis à réaliser. Et puis, ces modules sont encadrés par un coaching de suivi avec un coach professionnel, hein, qui permet vraiment de comprendre et de intégrer au quotidien ce qui est appris dans les modules de développement. Enfin, il y a une partie ancrage qui se fait avec une application mobile et puis une mesure d'impact à la fin qui est aussi partagée. Aurélie, dans ce programme, qu'est-ce qui t'a semblé le plus pertinent, le plus utile? Ce qui nous a vraiment aidé, ce qui a été le point de départ, je dirais, c'est le référentiel que vous utilisez, puisque effectivement notre point d'entrée sur cette filière d'expertise, nous, c'était les compétences comportementales, les soft skills des experts. Donc un expert chez nous, c'est quelqu'un qui est capable d'accélérer les projets, de faciliter le business, de développer les savoirs. C'est quelqu'un qui est capable de donner du sens aux équipes et aussi, qui est capable de transmettre et d'agir un peu comme un ambassadeur dans son domaine d'activité. Donc une fois qu'on a aligné tous nos pays sur cette définition et sur les comportements et compétences attendues de nos experts, on s'est dit: «Ben, voilà, comment on va évaluer tout ça?» Et quand on a pris votre référentiel, on avait en cible de construire déjà un POC, de formation à l'époque et on s'est dit: «Voilà, il nous faut une solution qui nous permette d'adresser cette population qui a besoin de données, qui a besoin de se positionner clairement, qui a besoin de mesurer». On est sur une population d'experts, on avait besoin de quelque chose de très tangible et c'est vrai que la notion de soft skills peut être un petit peu parfois galvaudée et qu'on a tendance à y mettre un peu tout et n'importe quoi. Donc on voulait quelque chose qui soit pragmatique, mais qui soit aussi ludique, et qui leur permettent aussi d'avoir, quelque chose de personnalisé avec un humain quelque part. Donc c'est vrai que le parcours à Ascent, nous a rassurés aussi sur cette dimension, puisqu'au milieu des jeux, il y a aussi du déclaratif, ce qui peut rassurer le participant du programme, puisqu'il a aussi la possibilité de évaluer, puisque les jeux, c'est parfois un peu, on ne sait pas trop ce qui est mesuré, ni comment derrière, on voit pas toute l'ingénierie qui se cache derrière. Mais il y a ce côté un peu rassurant par le déclaratif et puis bien sûr, il y a ce coaching avec un coach spécialisé, qui permet d'avoir une lisibilité, très claire, et de se positionner très clairement sur le référentiel de compétences. Et nous, on s'est vraiment basé sur ce référentiel. On a tissé des liens entre tous les modules de notre pilote de formation et les compétences attendues. Voilà. Donc ça s'est vraiment inscrit, en totale cohérence, dans notre pilote de formation pour nos experts. Alors, merci beaucoup, hein. Tu parlais du référentiel, justement. Parlons du référentiel. Donc, il faut comprendre que au tout début, hein, on demandait quelles sont les compétences clés. Donc, des comportements qui sont facilement observables, hein, dans votre quotidien, comme à savoir écouter ses collaborateurs, ses clients, arriver à lâcher prise. Hein, on voyait que c'était ce qui était la compétence la plus demandée chez nos clients. Arriver à préparer un entretien ou faire émerger la créativité en réunion ou encore arriver à développer des techniques de négociation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ce sont des comportements qui s'observent dans le quotidien, mais sous ces comportements-là, en sous-jacent, il y a des compétences socles, des compétences qui sont inscrites dans le cerveau, hein, presque comme des fonctions cognitives, des fonctions émotionnelles. Et donc, derrière ces comportements opérationnels, nous, on a construit un modèle de compétences socles. Ce modèle de compétences socle, il est inspiré de référentiels comme celui du World Economic Forum, mais surtout celui de l'OMS, qui a été publié en 2003, repris en 2023 par le World Economic Forum. Et on va avoir des compétences émotionnelles, comme réagir au stress, réguler ses émotions, des compétences cognitives, comme arriver à suivre un objectif, s'adapter à l'incertitude, et des compétences relationnelles. Je crois qu'Aurélie, ce qui était intéressant pour toi aussi, hein, c'était d'arriver à faire le lien entre ces compétences socles et puis vous, votre propre référentiel de compétences et là où vous savez à quel Exact. besoin répondre. Exactement. Tu vois, par exemple, pour, mesurer la capacité de collaboration, on est venu vraiment s'appuyer sur la sphère, relation authentique, du référentiel. Donc je crois que c'est la alors c'est petit sur mon écran, mais c'est la, ta 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 Elle est en dessous, mais ouais, ouais, tout à voilà, fait. voilà. Ça va être dans le couplet. Heu, voilà et puis après pour mesurer la capacité à s'adapter et à transmettre, on s'est appuyé sur l'agilité cognitive et cetera et cetera. Donc on ça nous a permis de façon assez fine et subtile de venir placer le curseur,
même si bien sûr on n'a pas forcément la vision sur les rapports, individuels puisque bien sûr c'est anonymisé. Mais, il y a aussi pour la partie projet, et ingénierie pédagogique, il y a aussi un rapport qui nous permet de positionner le groupe, sur l'ensemble de ses compétences. Donc c'est très intéressant. Ça nous permet nous on était sur une cohorte de 15, de positionner cette cohorte, sur l'ensemble du référentiel et de savoir là où il y a des choses à travailler, à renforcer ou là où on est plutôt bien, et cetera. Donc ça donne une vision assez globale et pour le participant, c'est vraiment une granularité plutôt fine qui lui permet ensuite de décider là où il veut, mettre l'accent dans son parcours de développement. Donc là, vous voyez le modèle, notre modèle OMind, hein. En fait, derrière chacune de ces compétences, vous allez avoir un score qui va être généré à partir d'un jeu, à partir d'un jeu sérieux, hein, dans lequel on va mesurer vos temps de réaction, dans lequel on va mesurer vos stratégies de prise de décision. Donc là, il y a un premier niveau où il y a des algorithmes d'IA qui vont aller générer des scores. Donc à chaque fois, on va avoir des scores qui sont déclaratifs, un petit peu comme dans les exemples qu'on a pu montrer au début, les 360, le disque. Donc là, c'est ce que vous pensez. Et derrière ça, on va avoir des scores qui sont plus objectifs. Donc c'est ce que j'expliquais juste avant, des temps de réaction. On va pouvoir comparer ce que vous pensez de vous-même à ce que nous, on a mesuré. Et une fois qu'on a l'ensemble de ces scores, alors on a une deuxième couche d'IA qui va aller générer un programme de développement qui est adapté à vos besoins, aux besoins que vous avez exprimés, à ce que vous avez besoin de développer pour relever vos challenges quotidiens. Et ce programme, voici à quoi il ressemble. Donc c'est un programme qui va être personnalisé par rapport à vos besoins, hein. C'est un programme qui va s'appuyer sur des ressources. Je vous explique un peu comment est paramétrer notre IA. Et puis, c'est une IA qui va aussi être holistique, systémique. C'est-à-dire que là, si vous regardez dans le programme, vous avez des choses qui sont en lien avec les émotions, la compassion envers soi-même, la régulation des émotions. Donc, vous avez aussi des choses qui sont plutôt cognitives, la flexibilité, la capacité de focus. Et puis enfin, des compétences qui sont plutôt relationnelles, comme la reconnaissance des émotions d'autrui. Et en fait, c'est important de comprendre qu'on est des humains complets, systémiques, et on a besoin de développer tout ça si on veut arriver à un objectif qui est être à l'écoute des collaborateurs. Il ne suffit pas de développer seulement l'écoute pour arriver à être plus à l'écoute. Il y a aussi un intérêt à développer les émotions, la flexibilité cognitive. Et donc ça, c'est un algorithme qui va se baser sur les scores qui ont été générés par les premiers jeux et qui va pouvoir générer en fait ce programme, ce parcours étape par étape. Il y a un parcours par individu. C'est pour un individu, un parcours personnalisé. Il n'y aura pas deux parcours qui seront les mêmes. Là, on est sur quelque chose peut-être d'un petit peu conceptuel. Je vous propose de descendre à un niveau plus concret avec deux exemples. J'ai pris l'exemple d'Isabelle, qui est manager d'une équipe IT de 80 personnes, et de Ali, qui est chirurgien expérimenté à l'hôpital, hein. Je disais qu'on travaillait avec les chirurgiens de la PHP, donc évidemment, j'ai changé les noms, mais c'est des vraies personnes avec des vraies problématiques. Et en fait, ils avaient le même objectif, c'est arriver à mieux engager et fédérer leurs équipes. Vous voyez qu'on peut être dans des environnements différents, et on comprend tout à fait ce besoin pour une manager d'une équipe IT, mais on comprend aussi ce besoin pour un chirurgien qui, au bloc opératoire, en fait, a besoin que l'anesthésiste, l'infirmière de bloc puissent bien communiquer avec lui, puissent bien communiquer entre eux. Et en fait, on observe qu'ils n'ont pas du tout les mêmes résultats à nos tests. On voit que Isabelle va avoir des super ressources en empathie, sa capacité à faire des liens émotionnels, mais par contre, elle a du mal à voir un problème sous différents angles. Le terme technique, c'est la flexibilité cognitive. Et donc ça, c'est notre algorithme qui va identifier ça, hein, que la flexibilité cognitive est le levier principal. On va pouvoir travailler ça en coaching, on va pouvoir travailler ça dans le programme de développement. Elle passe d'un niveau 5 à sa capacité à fédérer, à engager et fédérer ses équipes, à un niveau 8. Si on prend l'exemple de Ali, là on voit que c'est pas tout à fait pareil. Ali, il a d'excellentes ressources cognitives et d'organisation. Par ailleurs, c'est le cas sur 99,9% des chirurgiens, ce qui est plutôt rassurant. Par contre, en termes de développement, on voit qu'il a une très haute sensibilité émotionnelle. Et qu'il a une très faible autocompassion. Il a du mal à se pardonner quand il fait des erreurs. Il est extrêmement exigeant avec lui-même, un peu trop, ce qui fait qu'il peut d'un seul coup se brusquer. Et là, à ce moment-là, il se ferme, il n'écoute plus les autres. Donc, on a dû travailler
sur la régulation des émotions et sur l'ouverture aux autres avec Ali. Et on voit que il est parti de 5 sur 10 sur engager, fédérer ses équipes et qu'il est arrivé à 8 sur 10. Donc on voit qu'on a le même point de départ et le même point d'arrivée pour Ali et Isabelle. Et par contre, le chemin était différent. Et ça, cette personnalisation, elle est due grâce à la précision des données, aux données objectives, et puis à la connaissance qu'on a sur notre base de quels vont être les leviers les plus efficaces. Ça, c'est l'IA qui va nous aider à l'identifier. Donc voici pour les expériences individuelles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau collectif, on peut aussi aller faire de la prédiction, notamment aller regarder pour un ensemble, pour un groupe, quel va être le premier levier de performance. Donc là, c'était les résultats qu'on a pu avoir avec Aurélie. Ce qu'on a observé, c'est que chez les hommes managers, le premier levier allait être de développer la tolérance à l'incertitude. C'est ce qui allait pouvoir vraiment être le plus efficace, qui allait avoir le plus d'impact. On a vu que pour adopter des nouvelles technologies, et notamment l'IA générative, il allait falloir développer la flexibilité cognitive. Et ça, c'est pas le cas dans tous les groupes. Hein. C'est ça qui est important de comprendre. C'est vraiment la spécificité de ce qu'on fait, c'est d'aller personnaliser à un individu, mais aussi à un groupe, et d'être capable de prédire. Alors, ce qu'on a pu prédire, c'est que la proportion d'adoption des nouvelles technologies était moyenne. Et puis enfin, on a identifié un risque de rétention qui d'ailleurs était connu, je crois, Aurélie, chez les hommes managers, et que pour ça, il fallait travailler sur le sens. Je ne sais pas si tu veux commenter un petit peu cette partie, Aurélie, de copilote. Non, alors bien sûr, tout ça est à nuancer, mais effectivement, c'est des gens sur lesquels on met le curseur et qu'on accompagne. Alors, c'est une population d'experts et pas de managers, donc c'est un peu différent et c'est vrai que on a créé cette filière d'expertise pour répondre aussi à des problématiques RH en termes de rétention, et cetera. Donc pas surpris, sur les résultats, sur le sens, et cetera, parce que c'est la constitution même de cette filière, métier vient répondre à des enjeux RH. Après, on est sur ça dépend bien sûr des populations, des âges, de l'expérience des collaborateurs. On était sur une cohorte d'experts plutôt confirmés, plus de 10 ans d'expérience, très pointus dans leur domaine. Voilà, donc on est conscient que c'est des gens aussi qu'il faut accompagner sur la flexibilité, sur leur capacité d'adaptation, parce qu'ils sont peut-être entrés dans des schémas qui sont très installés aujourd'hui. Donc non, ça nous a c'était cohérent avec ce qu'on avait cerné comme besoin et ce qu'on essayait les problématiques, sur lesquelles on essayait de répondre à travers ce programme. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces KPIs, comme l'adoption des nouvelles technologies, la rétention, la performance, il est super pertinent d'aller les lier aussi avec des indicateurs qui sont des indicateurs que vous avez déjà implémentés. Ça permet d'augmenter la prédiction, ça permet aussi de faire vraiment du sur-mesure, de faire de la dentelle dans la prédiction IA. Et en fait, ce qui était vraiment très impressionnant, notamment avec le programme Ascent, avec le groupe Aurélie, c'est les résultats qu'on a pu avoir en termes d'impact. Donc, déjà sur les comportements opérationnels, donc lâcher prise, l'écoute ou l'efficacité, l'organisation, la planification du temps. On a vu une augmentation de 42% en moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui avaient des scores, je me souviens, qui étaient encore beaucoup plus élevés que ça. Mais ça, c'est la mesure déclarée. Donc c'est leur ressenti. Et c'est super important. C'est est-ce que moi, j'ai l'impression, après le programme, d'être plus à l'écoute? Est-ce que j'ai l'impression de mieux arriver à lâcher prise? C'est vraiment ce que la personne observe dans son quotidien. Et pour aller comprendre ça, on va aller mesurer aussi l'impact sur les compétences socles, sur les jeux que je vous partageais juste avant. Et ce qu'on a observé, c'est une mesure qui est à peu près du même ordre de grandeur, de plus de 35% sur les compétences socles. Donc ça, c'est vraiment la mesure objective. Et là, c'est plutôt sur la flexibilité cognitive, sur l'autocompassion, sur l'empathie, sur des termes qui sont un peu plus barbares, mais en fait qui vont aller expliquer les sous-jacents au développement des comportements opérationnels juste au-dessus. Et donc ça en fait réplique des résultats qui avaient été réalisés auparavant dans la recherche, voire ça les dépasse. Et c'est aussi grâce à la qualité de la donnée et puis à la personnalisation et aussi au temps qu'on a pu leur accorder grâce
au coaching. C'est pas toujours le cas d'avoir le temps de pouvoir autant profiter de la puissance des data, de la technologie, de la personnalisation, mais aussi de la puissance de l'humain. C'est vraiment la combinaison des deux qui va arriver aussi à ces résultats-là. Ce qu'on observe, c'est que c'était un programme plutôt satisfaisant pour les participants, 9,15 sur 10, et puis surtout un programme dont le taux de complétion est de 85%. Il faut comprendre que c'est un programme qui est sur 60 jours, donc qui est relativement intense. Alors, c'est pas 60 jours complets, évidemment, hein, c'est disséminé de manière très précise et très fine pour accompagner les gens dans leur développement, mais pareil, le taux de complétion est très intéressant. Aurélie, toi, tu avais eu des retours aussi de la part des participants qui allaient dans ce sens-là? Oui, alors, bien sûr, Omind est venu s'inscrire on les a eus, pendant une semaine, avec nous à Paris. Donc ça, c'est venu s'inscrire aussi dans un contexte un peu plus global où ils ont bénéficié de plein de choses et c'est une population qu'on avait assez peu accompagnée jusqu'à présent sur sur ce type de modèle de formation. On avait plutôt l'habitude d'accompagner des managers, donc forcément, ils étaient très appétents, très engagés, très reconnaissants aussi du temps qu'on leur consacré, c'était valorisant pour eux. Donc il y a eu vraiment un fort engagement et ils étaient très impliqués, dans tout le programme. Et puis voilà, c'était les pionniers, donc ils avaient la chance de tester aussi et nous on était friands enfin voilà, on leur a demandé aussi d'être contributeurs à ce pilote. Donc ils ont joué le jeu à fond. Ils ont tiré, aussi beaucoup de bénéfices, hein, quand on regarde la mesure déclarative, mais ça aussi c'est parce que ça s'inscrit dans le temps, parce que c'est contextualisé via le jeu, via aussi le coaching et cetera. Donc ils peuvent retourner s'entraîner petit à petit, et la compétence, effectivement, le comportement devient vraiment une compétence que lorsqu'il est acquis, maîtrisé et bien intégré. Donc c'est vrai que le parcours Omind, en s'inscrivant dans la durée, et c'est vrai que c'était sur 6 mois, leur a permis d'avoir plusieurs piqûres de rappel, de prendre conscience, de cheminer à leur rythme. Donc nous, on était très contents des résultats. Voilà. Ben, nous aussi. Euh, et peut-être pour atterrir, hein, parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire, pour faire un résumé des échanges qu'on a eus, ce qui est important de comprendre, c'est l'importance de la fiabilité des données. Avec des données fiables, on peut personnaliser des parcours de développement des talents et on peut le faire bien. Vous venez de le voir avec l'exemple qu'on a donné avec Aurélie. Le second point que je voulais peut-être partager avec vous, c'est l'importance de se focus sur des compétences socles, comme l'intelligence émotionnelle, la flexibilité cognitive, pour développer des comportements très concrets, très opérationnalisables dans le quotidien. Et puis enfin, le dernier point, c'est l'importance de mesurer l'impact des programmes. Mesurer l'impact, ça va permettre de piloter et en fait, ça va permettre d'avoir une boucle aussi qui est vertueuse pour améliorer la personnalisation pour vos talents et vos managers. Voilà, il reste 2 minutes. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vous laisse voilà, prendre peut-être nos contacts, nos coordonnées. Vous pouvez vous connecter avec nous sur LinkedIn. Vous pouvez également prendre rendez-vous normalement. C'est un lien cliquable. Non, ça ne l'est pas. Mais vous pouvez m'écrire un mail et vous pourrez prendre rendez-vous pour une démo. Je ne sais pas si Aurélie, tu veux donner un petit mot pour conclure? Alors moi, vous ne pourrez pas prendre rendez-vous, par le lien cliquable. Non, mais j'étais ravie de partager ce retour d'expérience, avec vous aujourd'hui. Voilà, si vous cherchez, une expérience un peu différente, scientifique et impactante, je pense que vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup Aurélie pour ces mots. Merci aussi pour ton temps. Je sais qu'il est précieux et pour ces partages. Merci aussi à tout le monde d'avoir pu suivre ce webinaire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à nous contacter via notre site, hein, omind.me. Et puis sinon, je vous souhaite une belle journée ici à Paris. Il y a du soleil, donc je vous souhaite d'en profiter. Voilà, merci à tous. Merci. Au revoir.